Bonjour à tous, voici le deuxième diaporama sur la communication intercellulaire au sein des organismes animaux. Dans ce deuxième diaporama, nous allons essentiellement travailler sur la communication hormonale en parlant notamment de la thyroïde. La thyroïde sera ensuite comparée à la glande médullo-surrénale dans un troisième diaporama pour faire la comparaison entre ces deux types de glandes. Avant de commencer sur la thyroïde, je voudrais revenir sur quelques généralités sur la communication hormonale si vous n'avez pas pu visionner le premier diaporama. La thyroïde et la glande médullo-surrénale que nous allons étudier sont donc des glandes endocrines. Alors qu'est-ce qu'une glande? Une glande, c'est une structure qui est spécialisée dans la sécrétion d'une substance. Alors cette substance, ça peut être une enzyme, ça peut être du lait, ça peut être des hormones. Donc nous avons vu en histologie déjà que l'on peut faire deux types de classification des glandes en fonction notamment de la destination de la sécrétion. La destination de la sécrétion peut être le milieu intérieur, c'est-à-dire le sang. Dans ce cas-là, on parlera d'une glande endocrine. Et cette glande endocrine synthétise en général des hormones, sans canal excréteur, c'est-à-dire que la cellule va directement libérer ces hormones à l'intérieur du sang, en passant par le milieu interstitiel. Par contre, une glande exocrine, c'est une glande qui va libérer son contenu, donc ça peut être par exemple du lait ou des enzymes, à la surface du corps ou dans la lumière d'un organe qui est en contact avec le milieu extérieur. Par exemple, la lumière du tube digestif qui est en contact par la bouche avec le milieu extérieur. Et dans ce cas, on constate que ces glandes vont utiliser un canal de sécrétion pour acheminer leurs produits de sécrétion vers le milieu extérieur ou vers la lumière de l'organe. Alors ça s'observe par exemple pour le pancréas exocrine. On verra en histologie qu'on voit des canaux qui assurent la sécrétion des enzymes vers le tube digestif. Ça s'observe également pour les glandes mammaires. Alors il faut savoir qu'il y a certaines glandes qui sont mixtes et dans ce cas-là, qui sont capables à la fois de produire des hormones et des substances qui sont à destination du milieu extérieur, par exemple des enzymes. Et dans ce cas-là, on parle de glandes amphicrines. Et en histologie, nous étudierons donc le pancréas, que vous avez déjà étudié pour sa fonction endocrine au lycée, et on verra un petit peu plus sa fonction exocrine en histologie. Ces glandes sont donc constituées de plusieurs cellules, des cellules endocrines, qui sont capables de sécréter des hormones. Ces hormones vont donc être libérées dans un canal qui est le compartiment sanguin la plupart du temps, donc qui constitue le canal de transmission ou le transmetteur aussi. Et ensuite, l'hormone va être reçue, perçue par des cellules cibles qui possèdent le récepteur moléculaire à cette hormone et qui auront donc une réponse adaptée au messager hormonal. Alors ici, on reprend la modélisation de la théorie de l'information qu'on appelle aussi la modélisation cybernétique de la voie de communication hormonale. Dans ce cours sur la communication hormonale, nous n'allons pas étudier toutes les glandes de l'organisme humain. Nous allons étudier essentiellement la glande thyroïde qui est localisée au niveau du cou et la glande surrénale, plus particulièrement la glande médullo-surrénale qui est localisée au-dessus des reins. Donc pourquoi avoir choisi ces deux exemples? Parce que déjà ça correspond à des exemples différents de ce que vous avez étudié au lycée. Cela permet de compléter votre culture générale sur le fonctionnement du corps humain. Et surtout parce que ça permet d'illustrer le fonctionnement de deux types d'hormones qui ont des propriétés différentes. Alors la glande thyroïde va sécréter des hormones qui sont lipophiles, c'est-à-dire qui aiment bien les lipides mais qui n'aiment pas l'eau. Alors que la glande médullo-surrénale sécrète des hormones qui sont hydrophiles, qui se dissolvent bien dans l'eau, mais par contre n'aiment pas les lipides. Et vous allez voir que cela influence plusieurs étapes de la communication hormonale, notamment la synthèse des hormones, leur transport dans le canal de sécrétion, donc dans le sang, et leur mécanisme d'action sur les cellules cibles. Donc pour chacun des cas, nous essaierons de savoir comment les cellules endocrines fabriquent et stockent ces hormones, comment les hormones sont transportées dans le sang et comment ces hormones agissent sur leurs cellules cibles pour induire une réponse adaptée au stimulus qui induit leur libération. Donc dans cette première partie du cours sur la communication hormonale, nous allons parler du fonctionnement de la thyroïde et de ses hormones.
Donc tout d'abord, je voudrais vous présenter quelques analyses de cas cliniques de patients atteints de maladies de la thyroïde qui ont permis de comprendre le fonctionnement de la thyroïde et donc de comprendre un peu plus sa physiologie avant d'aller dans le détail moléculaire de l'émission des hormones, de leur transmission et de leur réception. La localisation de la glande thyroïde a été réalisée finalement grâce à des études de cas cliniques. Dès le 2000 ans avant Jésus-Christ en Chine, on pouvait observer des personnes qui avaient un cou exagérément gonflé, donc c'est ce qu'on appelle un goitre. Et en fait, ce goitre est dû à une augmentation du volume de la thyroïde. On s'en est rendu compte après. Donc cette augmentation du volume de la thyroïde est liée à un hypofonctionnement de la thyroïde, c'est-à-dire qu'elle ne fonctionne plus assez, donc on parle d'hypothyroïdie. Et on a pu corréler ça à un déficit en iode. Donc on verra plus tard que les hormones thyroïdiennes contiennent de l'iode à l'intérieur de leur structure chimique, et donc l'iode est nécessaire au fonctionnement de la thyroïde. Donc des carences en iode, on en observe encore à l'heure actuelle dans les pays d'Afrique, que vous voyez en rouge sur la carte, ou dans les pays d'Asie. Et dans ces pays, on peut donc constater des cas de goitre, donc d'hypothyroïdie assez fréquents. Alors normalement, la glande thyroïde n'est pas aussi grosse, elle fait à peu près 3 à 4 cm. Quand vous allez chez le médecin, il peut vous palper au niveau du cou. En fait, c'est pour tester et détecter d'éventuels défauts dans votre thyroïde. Et donc, c'est une petite glande qui est en 2 parties, qui a une forme de bouclier. Les fonctions de la thyroïde ont également été découvertes par l'étude de certaines pathologies, puisque longtemps, en fait, la fonction de la glande thyroïde est restée inconnue. Alors, plusieurs hypothèses avaient été avancées, notamment qu'elle pouvait embellir le cou, qu'elle servait finalement à l'élocution, à la voix, à la place des cordes vocales, que c'était le réceptacle de verre, que c'était le reflet de l'utérus, puisqu'on avait constaté que ça gonflait au moment de la gestation. Et finalement, les études de cas cliniques ont permis de comprendre que la thyroïde était impliquée dans des fonctions beaucoup plus essentielles du corps humain, notamment dans le développement de l'ossature, la croissance des os longs. Donc on connaît des cas de nanisme hypothyroïdien. Donc ce sont des nains qu'on dit disharmonieux entre guillemets pour désigner des nains qui sont disproportionnés, puisque la croissance des os longs ne se produit pas au cours de l'adolescence. Par contre, la croissance des os plats va se réaliser normalement, ce qui fait qu'ils vont être assez larges, mais par contre très petits. Donc il y a une disproportion entre la hauteur et la largeur, et c'est pour ça qu'on appelle ça le nanisme disharmonieux. Alors d'autres personnes qui ont des déficits d'hormones thyroïdiennes pendant leur croissance peuvent être atteints de crétinisme au sens médical, avec donc un défaut de développement des capacités cognitives, donc on appelle l'imbécillité au sens médical. Donc vous voyez finalement que la thyroïde, elle a un rôle non seulement dans la croissance, mais aussi dans le développement du système nerveux, notamment au cours des phases de développement intra-utérin et de l'adolescence. Des personnes à l'âge adulte peuvent être aussi atteintes de dysfonctionnement de la thyroïde, notamment le myxœdème est une maladie qui est causée par une hypothyroïdie et qui se caractérise notamment par une prise de poids, un ralentissement du cœur, un ralentissement psychomoteur, des sensations de froid, donc frilosité, et donc qui sont liées à un défaut de fonctionnement de la thyroïde. Donc en général, ce sont des personnes qui sont fatiguées, alors qu'à l'inverse, l'hyperthyroïdie, elle se caractérise par un amaigrissement, alors que les personnes continuent à manger normalement, voire plus, une augmentation du rythme cardiaque. Dans le cas de la maladie de Basedow, qui est un cas d'hyperthyroïdie, les personnes peuvent avoir les yeux exorbités, ont la peau qui est chaude, sont assez nerveux. Et donc, vous voyez finalement qu'on peut assez facilement, par des caractères cliniques, distinguer une hypothyroïdie d'une hyperthyroïdie. Les hypothyroïdiens sont plutôt fatigués, ont tendance à prendre du poids, alors que les hyperthyroïdiens sont plutôt nerveux, très énergiques, et donc ont plutôt tendance à s'amaigrir. Et donc, vous voyez que finalement, une des fonctions de la thyroïde, c'est de réguler le métabolisme global de votre corps. C'est elle qui va augmenter le métabolisme basal de vos cellules et qui va permettre le fonctionnement
fonctionnement de base de vos cellules. Elle participe également à la régulation du rythme cardiaque, puisque lorsque vous êtes en hypothyroïdie, vous avez un ralentissement cardiaque, alors que quand vous êtes en hyperthyroïdie, vous avez une augmentation du rythme cardiaque. Donc finalement, ça vous illustre d'autres rôles de la thyroïde, qui est de réguler le métabolisme, de réguler l'activité cardiaque et musculaire de l'ensemble du corps à l'âge adulte. Donc c'est souvent une glande qu'on oublie. On en a un petit peu parlé avec les cancers de la thyroïde qui ont été induits par notamment l'accident de Tchernobyl, mais c'est une glande qui est peu évoquée dans les livres du secondaire et sur laquelle du coup je voudrais un petit peu vous sensibiliser. Nous pouvons résumer donc les fonctions de la thyroïde par ce petit schéma bilan ou le tableau bilan que vous avez dans votre diaporama. Donc la thyroïde et les hormones thyroïdiennes agissent sur le développement du système nerveux chez l'enfant, donc notamment par la maturation du système nerveux central en établissement des connexions synaptiques entre les neurones. À l'âge adulte, ça va permettre également le fonctionnement du système nerveux central, ça maintient le bon fonctionnement des neurones. On a vu également que la thyroïde avait un rôle dans le métabolisme. Elle permet d'augmenter ce qu'on appelle la thermogénèse. Donc la thermogénèse, c'est la production de chaleur, ce qui fait que quand il y a une hypothyroïdie, les personnes ont en général froid, alors que quand il y a hyperthyroïdie, ce sont des personnes qui ont chaud. On n'en a pas parlé, mais la thyroïde permet également de réguler la glycémie, notamment en augmentant la glycémie du sang. Et elle permet également la synthèse de protéines, l'utilisation des réserves de lipides, donc la lipolyse, donc tout ça pour augmenter le métabolisme global du corps. Au niveau de l'activité cardiaque et de l'activité musculaire, les hormones thyroïdiennes vont augmenter donc, le fonctionnement de ces organes. Et au niveau du squelette, nous avons vu donc, que les hormones thyroïdiennes assurent la croissance des os longs, notamment au cours des phases de croissance, donc plutôt avant l'âge adulte. Et puis par contre, au stade adulte, la thyroïde va également permettre de consolider les os en assurant le renouvellement de l'os, puisque vous savez que c'est un organe qui est en permanence détruit et reconstruit. Maintenant, nous allons aller un petit peu plus dans le détail du fonctionnement de la thyroïde avec les différentes étapes de la transmission du message, donc de l'émission jusqu'à la réception par les cellules cibles. Tout d'abord, quelles sont les caractéristiques des hormones thyroïdiennes qui sont sécrétées par la thyroïde? Alors, les hormones thyroïdiennes, que je vais appeler HT sur le diaporama, se nomment T3 et T4 de manière simplifiée pour désigner un mot un peu plus compliqué qui est la triiodothyronine ou la tétraiodothyronine. Alors si vous regardez le schéma que vous avez en bas, vous pouvez voir la structure des hormones thyroïdiennes. Elles ont à peu près la même structure toutes les deux. Elles sont formées en fait de deux acides aminés tyrosine qui sont les deux cycles entourés en bleu. Et ces deux cycles portent des atomes d'iode. Donc dans le cas de la triiodothyronine, il y a 3 atomes d'iode, alors que dans le cas de la tétraiodothyronine, il y a 4 atomes d'iode. Donc la forme active, c'est la forme T3. Mais la glande thyroïde sécrète à la fois de la T4 et de la T3. Et la T4 sera transformée en T3 dans les organes cibles. Donc ces hormones sont lipophiles, c'est-à-dire qu'elles sont capables de traverser librement les membranes plasmiques puisque les membranes sont des lipides. Donc elles se dissolvent dans les lipides. Par contre, elles n'aiment pas l'eau. Donc elles ne peuvent pas être stockées à l'intérieur du cytoplasme des cellules puisque le cytoplasme, c'est un milieu qui est aqueux. On a vu que le liquide est essentiellement formé d'eau et d'ions. Alors juste pour un petit mot de vocabulaire, la T4, on l'appelle aussi la thyroxine. Mais donc si vous retenez déjà que c'est la T3 et la T4, c'est parfait. Alors du coup pour résumer, on peut donc dire que ces hormones thyroïdiennes sont dérivées de l'acide aminé tyrosine. Donc elles sont formées de deux acides aminés tyrosine qui sont condensés. Elles sont iodées et elles sont hydrophobes, donc lipophiles. Donc elles ne peuvent pas être stockées en intracellulaire. Sur cette diapositive, vous pouvez voir la structure en coupe de la thyroïde, à la fois par un schéma sur la droite ou par une coupe histologique sur la gauche. Vous voyez que la thyroïde, et on le verra un petit peu plus en détail dans le TP d'histologie, est formée de vésicules qu'on appelle aussi des follicules. Et les follicules, c'est un groupe de cellules qui forment un épithélium, donc une couche de cellules autour d'une cavité centrale qu'on appelle le colloïde.
Alors ce groupe de cellules, ce sont les cellules endocrines, qu'on appelle les thyréocytes. Et ces thyroïcytes vont sécréter les hormones thyroïdiennes, mais comme elles ne peuvent pas les stocker en intracellulaire, elles vont les stocker dans ce compartiment qui se trouve au centre du follicule ou de la vésicule, qu'on appelle le colloïde. Donc c'est un milieu extracellulaire qui sert de stockage des hormones thyroïdiennes. Donc entre les thyroïcytes, entre les follicules, vous avez du tissu conjonctif qui contient des vaisseaux sanguins, et donc lors de la sécrétion, dans le corps, les hormones thyroïdiennes qui étaient stockées dans les follicules, au sein du colloïde, vont être captées dans le colloïde pour être envoyées dans le sang. Donc il n'y a pas de stockage intracellulaire et ça c'est lié au fait que ces hormones sont lipophiles. Donc elles pourraient passer librement à travers les membranes plasmiques, donc elles ne pourraient pas être contenues dans les cellules et en plus elles n'aiment pas l'eau, donc elles ne peuvent pas être stockées à l'intérieur des cellules. Donc il y a eu une évolution qui a choisi cette stratégie de stockage des hormones thyroïdiennes à l'intérieur d'un compartiment extracellulaire qu'on appelle le colloïde. Voici comment fonctionne la synthèse et le stockage des hormones thyroïdiennes en allant un peu plus dans le détail. Donc si vous regardez le schéma que vous avez sur la gauche, vous voyez que les thyréocytes, qui sont les cellules endocrines, vont donc synthétiser les hormones thyroïdiennes pour les stocker dans le colloïde et ensuite, donc qui est représenté par les flèches en haut. Et ensuite, ces hormones qui étaient stockées dans le colloïde vont être transportées en sens inverse vers le sang pour être sécrétées lorsqu'il y aura une stimulation qui induit leur sécrétion. Donc c'est ce qui est représenté par les deux carrés, synthèse versus émission-sécrétion. Alors pour aller un peu plus dans le détail, les thyrocytes ne vont pas synthétiser directement les hormones T3 et T4. Ils vont synthétiser une grosse molécule qu'on appelle la thyroglobuline. Et la thyroglobuline contient, comme c'est une protéine, des acides aminés tyrosine. Donc je vous rappelle qu'une protéine, c'est un polymère d'acides aminés. Alors ces acides aminés tyrosine ne sont pas encore condensés 2 à 2 dans la thyroglobuline. Si vous regardez, vous voyez juste des petits cercles qui sont donc les acides aminés tyrosine qui sont séparés les uns des autres, mais tous reliés quand même à la thyroglobuline. Et donc dans le colloïde, les deux acides aminés tyrosine vont être condensés l'un avec l'autre et ensuite de l'iode en provenance du sang va être ajouté pour former donc les hormones T4 et T3, mais qui sont toujours reliés à la structure de la thyroglobuline. Donc finalement, la thyroglobuline, elle sert de stockage à l'intérieur même du colloïde des hormones T3 et T4. Et lorsqu'il y a stimulation de la thyroïde, donc on verra par quel type de stimulation, il va y avoir donc endocytose, ça veut dire que la thyroïde va recapter, enfin les thyroïcytes vont recapter la T4 et la T3 qui sont portées par la thyroglobuline. Elle va recapter la thyroglobuline. La thyroglobuline va être ensuite coupée pour libérer la T3 et la T4. Donc c'est ce qu'on appelle la protéolyse. Et donc les hormones T3 et T4 libres vont pouvoir être exocitées, ce qui va permettre donc la libération du messager hormonal. Donc on peut résumer par le petit texte qui est sur la gauche. Donc les hormones ne sont pas directement synthétisées par les thyrocytes. Les thyrocytes synthétisent de la thyroglobuline contenant des acides aminés tyrosine dans le cytoplasme. Les hormones vont être par contre synthétisées au sein du colloïde par association de deux acides aminés tyrosine qui sont sur la thyroglobuline et ajout d'iode. Les hormones vont être donc stockées dans le colloïde pendant plusieurs semaines parfois sur cette thyroglobuline. Et quand il y a stimulation, la thyroglobuline va être endocytée. Il y aura ensuite coupure des T3 et T4 sur la thyroglobuline, puis diffusion de la T3 et T4 vers le compartiment sanguin. Quels sont donc les stimuli de libération des hormones thyroïdiennes ? Ça fonctionne un petit peu comme le système reproducteur. Vous avez vu par exemple que les ovaires vont libérer de la progestérone et des œstrogènes en réponse à une stimulation par la LH et la FSH qui sont sécrétées par l'hypophyse, elles-mêmes stimulées par la GnRH qui est sécrétée par l'hypothalamus.
Donc ici, ça va fonctionner un petit peu de la même manière. C'est ce qu'on appelle l'axe hypothalamo-hypophysaire thyroïdien ou l'axe thyréotrope. Donc en haut de l'axe, l'hypothalamus libère la TRH. Donc la TRH, c'est pour Thyreotropic Releasing Hormone. Donc l'hypothalamus, c'est une glande qui est située dans le cerveau. Donc en fait, ce sont des neurones qui sont endocriniens, c'est-à-dire des neurones qui, au lieu de libérer des neurotransmetteurs à leur extrémité, libèrent une hormone. Donc ces hormones TRH vont être libérées dans un compartiment sanguin particulier qu'on appelle le système porte hypothalamo-hypophysaire qui est au sein du cerveau. Et ces hormones vont être donc acheminées vers les cellules endocrines de l'adénohypophyse. Et l'adénohypophyse va, en réponse à cette stimulation par la TRH, libérer de la TSH, donc la Thyroid Stimulating Hormone. Et la TSH va donc être sécrétée cette fois-ci dans le compartiment sanguin général pour atteindre la thyroïde. Et dans la thyroïde, elle va donc favoriser la libération de la T3 et la T4. Donc les T3 et la T4 qui étaient stockés dans le colloïde vont donc être recaptés par les thyrocytes, comme ce qu'on a vu précédemment, avec protéolyse de la thyroglobuline, et les T3 et T4 vont diffuser vers le milieu externe de la cellule, vers le sang, puisqu'elles sont capables de passer librement à travers les membranes plasmiques. Donc tout à l'heure j'ai dit exocytose, mais c'est vrai que le terme le plus adapté serait quand même de dire que c'est une diffusion à travers la membrane plasmique, puisque ce sont des molécules qui sont lipophiles, qui peuvent directement être sécrétées à travers la membrane. Pour faciliter l'apprentissage, ce schéma bilan résume les étapes de stimulation de la glande endocrine, de synthèse des hormones thyroïdiennes et de leur libération en réponse à la stimulation. Donc, je vous invite à revenir sur ce schéma. Ce schéma est également détaillé dans le livret de TP d'histologie. Voyons maintenant comment se réalise la transmission du messager hormonal, c'est-à-dire le déplacement des hormones thyroïdiennes à l'intérieur de la circulation sanguine. Le codage de l'information se fait par la concentration du taux d'hormones thyroïdiennes qui vont être libérées dans le sang. Alors, quels sont les paramètres qui vont influencer le taux d'hormones qu'on va trouver dans le sang ? Tout d'abord, le taux de sécrétion par la glande thyroïdienne. Donc, c'est ce qu'on va appeler le débit d'entrée. Mais il faut savoir que tous les hormones qui sont sécrétées ne se retrouvent pas en permanence à l'intérieur du sang. Il va y avoir un débit de sortie, c'est-à-dire un catabolisme de l'hormone, une dégradation de l'hormone ou une épuration du sang qui va diminuer le taux d'hormones dans le sang. Donc les paramètres réglant le taux d'hormones sont de deux types. D'une part, le débit d'entrée et d'autre part, le débit de sortie. Donc, le débit d'entrée, c'est le taux de sécrétion par la glande thyroïde et le débit de sortie, c'est le taux de diminution dans le sang de ces hormones. Alors, d'où provient cette diminution des hormones thyroïdiennes dans le sang? Elle provient d'une part d'une dégradation des hormones thyroïdiennes par des enzymes qui sont situées dans le plasma, ou des enzymes qui sont situées dans le foie. Donc lorsque le sang passe dans le foie va épurer le sang et peut dégrader les hormones. Donc c'est ce qu'on appelle la clairance hépatique. D'autre part, il peut y avoir une excrétion des hormones thyroïdiennes par le rein. Le rein, c'est l'organe de filtration du sang. Et donc les hormones thyroïdiennes vont se retrouver dans l'urine, qui est le déchet de filtration du sang. Et enfin, lorsque les hormones thyroïdiennes sont captées par les cellules cibles, elles vont donc être internalisées par les cellules cibles, et ça contribue à diminuer le taux d'hormones dans le sang. Donc si on prend en compte le taux de sécrétion et le taux d'élimination, on peut estimer la durée de vie de l'hormone. Et chaque hormone et chaque type d'hormone a une durée de demi-vie qui lui est propre. Alors, qu'est-ce que la durée de demi-vie? C'est la durée pour laquelle la concentration initiale de l'hormone thyroïdienne ou d'une autre hormone, donc juste après sa sécrétion, est divisée par 2. Et donc plus la durée est importante, plus finalement sa durée d'action sur les cellules cibles va être importante. Donc on estime que ce paramètre permet de définir quelque part la durée d'action d'une hormone. Et pour les hormones thyroïdiennes, c'est de l'ordre de la journée. Un jour pour la T3, qui est un peu moins stable, un peu plus labile, et 6 à 7 jours pour la T4 qui est un petit peu plus stable. Mais je vous rappelle que c'est la T3 qui est la forme la plus active.
Donc bien sûr, c'est une approximation de la durée d'action. Si on prend en compte par exemple l'insuline qui est une hormone peptidique, eh bien, la durée d'action va être beaucoup plus courte, c'est plutôt de l'ordre de la minute, pour vous donner un élément de comparaison. Voyons maintenant comment sont transportées les hormones thyroïdiennes dans le sang. Nous avons vu que les hormones thyroïdiennes sont des hormones qui sont lipophiles, qui aiment donc les lipides mais qui n'aiment pas l'eau. Or, le compartiment sanguin est formé majoritairement d'eau, ce qui pose un problème pour leur dissolution de ces hormones thyroïdiennes au sein du compartiment sanguin. Donc au sein du compartiment sanguin, les hormones thyroïdiennes vont être prises en charge par ce qu'on appelle des transporteurs. Et on peut donc distinguer 3 types de transport des hormones thyroïdiennes. La forme minoritaire, c'est la forme libre dans le plasma, dissoute dans le plasma. Alors comme les hormones thyroïdiennes sont lipophiles, ça représente moins d'1% de la quantité d'hormones thyroïdiennes qui est sécrétée. Par contre, c'est une fraction qui est active et qui est directement disponible pour les cellules cibles. La deuxième voie de transport, c'est en utilisant des transporteurs. Alors, au sein des transporteurs, on distingue 2 types de transporteurs. Soit des transporteurs qui sont spécifiques à chaque hormone, soit des transporteurs qui ne sont pas spécifiques, qui peuvent transporter différents types d'hormones. Alors, par exemple, l'albumine, c'est un transporteur non spécifique qui transporte plein de types de molécules à l'intérieur du sang, par exemple des polluants. Et donc, l'albumine va pouvoir prendre en charge des hormones thyroïdiennes qui sont donc liées à des transporteurs non spécifiques. Et ça représente à peu près 30% du pool total de l'hormone. Pour les hormones thyroïdiennes, il existe également des transporteurs spécifiques qui sont capables donc de ne prendre en charge que les hormones thyroïdiennes, notamment le TBG et le TBPA, et qui donc transportent à peu près 70% des hormones thyroïdiennes. Alors, quelle est la fonction de ces transporteurs ? Ces transporteurs vont permettre tout simplement d'assurer déjà le déplacement de ces hormones thyroïdiennes dans un milieu qui est hydrophile, donc qui est le sang, mais ça va permettre également d'augmenter leur durée de demi-vie en diminuant leur dégradation et leur excrétion urinaire. Alors les hormones thyroïdiennes liées ne sont pas donc directement actives, elles constituent ce qu'on appelle un stock de réserve d'hormones thyroïdiennes, et donc il y a un équilibre en permanence entre la forme liée majoritaire et la forme libre minoritaire, mais qui est la forme active. Dernière partie de ce diaporama, nous allons voir maintenant comment les hormones thyroïdiennes sont reçues par les cellules cibles et agissent sur les cellules cibles. Donc ça permettra d'illustrer finalement globalement quel est le mode d'action des hormones lipophiles sur les cellules cibles, puisqu'on pourrait appliquer également ce mode d'action aux hormones de la famille des stéroïdes, donc par exemple la testostérone, qui sont des hormones lipophiles et qui induisent à peu près le même type d'action que les hormones thyroïdiennes. Alors tout d'abord, voyons comment sont formés les récepteurs moléculaires des hormones thyroïdiennes, donc qui sont lipophiles. Alors tout d'abord, il faut savoir que ce sont des récepteurs qui sont localisés à l'intérieur des cellules, puisque les hormones thyroïdiennes peuvent diffuser à travers la membrane plasmique qui est lipidique. Elles vont donc passer du sang vers la cellule en traversant la paroi des vaisseaux sanguins, le milieu interstitielle et rentrer par diffusion à travers la membrane plasmique. Donc les récepteurs sont localisés à l'intérieur des cellules et ne sont pas localisés sur la membrane plasmique. Même parfois certains sont localisés directement à l'intérieur du noyau. Alors qu'est-ce que c'est qu'un récepteur ? C'est une protéine, donc c'est une biomolécule qui est divisée en 2 parties fonctionnelles. Alors je vous rappelle qu'une protéine c'est un ensemble d'acides aminés. Il y a une partie des acides aminés qui vont réaliser ce qu'on appelle un site de liaison à l'hormone. C'est un peu comme un site actif d'une enzyme, sauf que ça n'a pas de propriété de modification de l'hormone, ça va juste la reconnaître. Et puis vous avez d'autres acides aminés, qu'on va appeler un site effecteur, qui vont constituer un site capable de se lier à l'ADN et donc d'avoir des effets sur la cellule cible. Donc c'est une seule et même molécule qui est formée de 2 parties qu'on appelle des sites aux fonctions différentes, le site de liaison et le site effecteur. Alors qu'est-ce qui se passe quand l'hormone
diffuse à travers la membrane plasmique et rentre et reconnaît le récepteur. Le récepteur va se lier à l'hormone au niveau du site de liaison à l'hormone par des interactions faibles. Et ceci va induire une modification de la structure en 3D, de la structure tridimensionnelle dans l'espace de la molécule, notamment une modification de la structure tridimensionnelle du site effecteur. Et ces acides aminés qui étaient donc des sites de liaison de l'ADN, en absence d'hormones, ils ne peuvent pas se fixer à l'ADN. Par contre, lorsque l'hormone est fixée sur le site de liaison à l'hormone, ça va induire une modification globale du récepteur, ce qui fait que le site effecteur va devenir capable de se lier à l'ADN. Et une fois qu'il va se lier à l'ADN, il va pouvoir donc induire des effets sur la cellule cible. Alors, quels sont les effets de ces hormones sur les cellules cibles? En général, cela se traduit par une augmentation de la transcription de gènes cibles des hormones thyroïdiennes et donc une augmentation de la synthèse de protéines à l'intérieur des cellules cibles. Alors, on va regarder ce petit schéma. Vous voyez que lorsque les hormones thyroïdiennes diffusent à travers la membrane plasmique, elles se lient ensuite sur le récepteur qui est parfois localisé dans le noyau. Suite à la fixation de l'hormone au récepteur, ceci induit un changement de conformation du récepteur qui devient alors capable de se lier à l'ADN. Il se lie au niveau de certaines séquences cibles de l'ADN, au niveau de certains gènes cibles. Ces gènes cibles vont ensuite être transcrits en induisant l'ARN polymérase, qui est l'enzyme de la transcription des gènes. Et ceci va se poursuivre par une traduction de la protéine cible dans le cytoplasme. Donc à terme, on a une augmentation du taux de synthèse de la protéine cible ou de plusieurs protéines cibles à l'intérieur de la cellule cible. Alors par exemple, lorsque les hormones thyroïdiennes sont reçues par les cellules du cœur, les myocytes ont une augmentation de leur taux de myosine, qui est une protéine qui sert à leur contraction. Et donc ceci peut expliquer l'effet qu'on voit à l'échelle de l'organisme, qui est que les hormones thyroïdiennes facilitent l'activité cardiaque, notamment à l'échelle moléculaire, en facilitant la production de son appareil contractile. Donc vous verrez plus tard quand même que les hormones thyroïdiennes sont capables d'agir à d'autres niveaux que la synthèse des ARN messagers, mais en tout cas, c'est un des niveaux les plus importants déjà à retenir à votre échelle. Donc juste un petit point sur la représentation schématique des molécules en biologie, puisque je sais que c'est ça qui vous perturbe parfois, notamment dans la représentation sur le diaporama et quand vous comparez avec des ouvrages. Donc, il faut bien avoir à l'esprit que les représentations sont très schématiques et ne sont pas réalistes. Un récepteur, c'est une protéine, donc une biomolécule qui va être de l'ordre du nanomètre. Donc souvent, ces molécules, on les représente pas du tout à l'échelle, beaucoup trop grosses par rapport à la taille de la cellule. Donc déjà, c'est pas réaliste par rapport à ça. Ensuite, dans la représentation schématique que j'ai choisie, de mettre un rectangle sur un triangle, c'est complètement irréaliste puisque ce n'est pas du tout la structure 3D réelle de la molécule. Mais j'ai décidé de la représenter comme ça parce que ça permet de bien montrer quels sont les deux domaines fonctionnels de la protéine. Vous avez des représentations un peu plus réalistes qui sont proposées dans d'autres ouvrages, notamment la représentation de la structure primaire. La structure primaire, c'est la suite, comme un collier de perles, des acides aminés qui constituent les protéines, du premier jusqu'au dernier. Et ensuite, on va délimiter des domaines sur ces rubans d'acides aminés. Donc par exemple, sur le document 1D, on considère que les acides aminés 1 à 200 vont former le N-terminal domaine, et donc on va matérialiser ça par un rectangle qu'on va appeler AB. Ensuite, les acides aminés suivants, 200 à 300, vont constituer le domaine de liaison à l'ADN en bleu. Les acides aminés 500 à 800, par exemple, vont constituer le domaine de liaison au ligand qui est représenté en vert. Donc finalement, c'est une représentation à la queue leu-leu des acides aminés, sauf qu'on ne les représente pas un par un, on les groupe en fonction des domaines fonctionnels. Alors c'est des domaines fonctionnels qui ont été confirmés par des études après expérimentales, qui montrent bien que ces acides aminés sont impliqués dans la liaison de l'ADN ou dans la liaison à l'hormone. Alors cette représentation, elle est schématique et elle n'est pas très réaliste non plus. Après, des études en cristallographie permettent d'observer la structure tridimensionnelle réelle des récepteurs dans l'espace.
Et donc là, c'est la représentation que vous avez en dessous en 3D. Vous voyez donc effectivement que le domaine DBD en bleu est vraiment capable d'interagir avec l'ADN et qu'il y a une complémentarité dans la structure entre la molécule d'ADN et le domaine de liaison à l'ADN, donc le DBD. Et pareil, le domaine de liaison au ligand est capable de délimiter une poche qui va permettre de lier le ligand, donc le ligand c'est l'hormone. Donc cette représentation, elle est un peu plus schématique aussi, puisqu'on est obligé d'utiliser une représentation numérique de quelque chose qu'on observe en cristallographie, mais elle est beaucoup plus réaliste. Donc il faut penser à donc jongler avec toutes ces représentations d'une même molécule et essayer de voir ce qui est le point commun entre toutes ces représentations. Pour finir, je vous demande de compléter ce tableau bilan sur la structure et le fonctionnement des hormones thyroïdiennes. Ce tableau bilan sera également complété lorsqu'on fera le cours sur les catécholamines, donc sur les hormones qui sont sécrétées par la médulle surrénale, ce qui vous permettra d'établir un tableau bilan résumé de votre cours sur le mode de fonctionnement des hormones thyroïdiennes lipophiles versus les hormones de la médulle surrénale hydrophiles. Je vous laisse un petit temps pour compléter ce diaporama, ce tableau. Mettez sur pause le diaporama et derrière, j'aurai la correction. Voici donc la correction de ce tableau bilan. Donc les hormones thyroïdiennes, ce sont des hormones qui ont une structure dérivée de la tyrosine. Elles sont formées de 2 acides aminés tyrosine qui vont être iodés, soit 3, soit 4 iodes. Leur solubilité caractéristique, c'est qu'elles sont lipophiles, donc elles sont solubles dans les lipides et peu solubles dans l'eau. Le site de sécrétion de production de ces hormones thyroïdiennes, c'est la glande thyroïde. Et comme ce sont des hormones lipophiles, la glande thyroïde et les thyroïcytes ne vont pas pouvoir les stocker à l'intérieur de leur cytoplasme. Les hormones T3 et T4 vont donc être synthétisées et stockées dans les colloïdes des follicules de la glande thyroïde et vont pouvoir être stockées pendant plusieurs semaines. La sécrétion des hormones T3 et T4 va se faire par capture de ces T3 et T4 à partir du colloïde. Donc pour aller un peu plus dans le détail, c'est la thyroglobuline qui porte la T3 et le T4 qui vont être captées. Ensuite, les T3 et T4 vont être clivés de la thyroglobuline et elles vont diffuser à travers la membrane plasmique pour rejoindre le compartiment sanguin. Dans le compartiment sanguin, elles vont être transportées majoritairement liées à des transporteurs spécifiques essentiellement et quelques transporteurs non spécifiques comme l'albumine. Et donc la durée de demi-vie des hormones T3 et T4 est relativement élevée par rapport aux autres hormones de l'ordre du jour. Une fois qu'elles arrivent aux cellules cibles, elles vont être captées par des récepteurs intracellulaires qui peuvent être même intranucléaires. Et au sein de la cellule cible, les hormones thyroïdiennes induisent la transcription de gènes cibles et régulent donc la synthèse des protéines dans les cellules cibles. Donc voici une vue globale un petit peu du fonctionnement de la thyroïde auquel vous devez ajouter le fonctionnement à l'échelle de l'organisme pour savoir quelles sont les fonctions de ces hormones thyroïdiennes dans le corps humain.